l'indice d'ouverture sur les visas en Afrique, le Bénin est couronné. Il est en tête du classement selon un rapport de la Banque africaine de développement et de la Commission de l'Union africaine. Quelques jours déjà que l'an 2021 est conjugué au passé, le retour des trésors royaux et plusieurs concerts ont entre autres marqué le monde culturel béninois, le Retro Culture dans ce journal. Emmanuel Macron désormais sur le dos des non-vaccinés. L'examen du test sur le futur pass sanitaire a été suspendu suite à une interview du président de la République dans laquelle il assume vouloir emmerder les non-vaccinés. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire. Le développement est à suivre dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je le disais donc en titre, terre d'hospitalité, le Bénin est en tête du classement de l'indice d'ouverture sur les visas en Afrique selon un nouveau rapport de la Banque africaine de développement et de la Commission de l'Union africaine. Le gouvernement du président Patrice Talon, par sa politique de visa plus libérale et moins contraignante, vient d'être couronné. Reportage. Le Bénin, pays le plus accessible en Afrique, avec les frontières restées ouvertes malgré la pandémie du Covid-19. Le pays figure en tête du dernier classement de l'indice d'ouverture sur les visas en Afrique IOVA. Publié en décembre 2021, un rapport sur l'ouverture des régimes en Afrique produit par la Commission de l'Union africaine et la Banque africaine de développement a donné la liste de 20 pays les plus ouverts sur le continent. Le Bénin arrive en tête avec un score de 1 sur 1. Il est suivi des Seychelles et de la Gambie qui ont la même note et partagent la même position dans le haut du classement. La note définitive de chaque pays, explique le document, est obtenue par le cumul des notes pondérées dans 3 catégories: visa obligatoire avant le voyage, visa à l'arrivée et sans visa. Selon les explications à propos de chaque catégorie, les mentions visa obligatoire signifient qu'un visa doit être obtenu avant le départ, délivré par une ambassade, un consulat honoraire ou une autre représentation officielle du pays de destination. La mention visa à l'arrivée signifie qu'un visa doit être obtenu à l'arrivée du visiteur dans le pays de destination. Le processus d'obtention du visa n'exclut pas le remplissage du formulaire, le paiement des frais de visa et l'opposition d'un cachet sur le document de voyage du visiteur. La mention sans visa signifie qu'aucun visa n'est nécessaire ni avant le départ ni à l'arrivée pour entrer dans le pays de destination. Le Bénin, à la lecture du rapport, c'est un pays au régime de visa plus ouvert qui dispose d'une politique de visa libérale ou assouplie au profit des visiteurs, de sorte qu'ils peuvent voyager sans visa ou qu'ils puissent en obtenir un à l'arrivée. Le rapport sur l'ouverture des régimes de visa en Afrique aidera les Africains à décider des endroits à visiter, des lieux où faire des affaires et des pays où investir. Il indiquera également aux pays membres de la Banque africaine de développement les domaines nécessitant une réforme des politiques. Ce rapport, le 6e du genre, indique une légère baisse du niveau d'ouverture des régimes de visa en Afrique en 2021 en raison de la pandémie du Covid-19. Malgré cette baisse, il ressort que pendant les 5 dernières années, il y a une tendance à la hausse des notes. Ceci parce que près de la moitié des pays ont adopté une politique de visa plus libérale pour les voyageurs africains depuis 2016 et un grand nombre des pays les plus performants ont ajouté le e-visa à leur système de frontières électroniques. La direction des affaires sociales et de la microfinance du ZOU a fait don d'un matériel aux couches démunies de son territoire de compétence. La cérémonie de remise a eu lieu dans les locaux de la direction Images et Son. Outils de champ, ustensiles de cuisine, machines à coudre et bien d'autres lots pour venir en aide aux personnes en difficulté dans le département du ZOU. Qu'il vous souvienne que dans les actions du programme d'action du gouvernement, il est prévu que les personnes qui n'ont pas les moyens, les personnes qui n'ont pas de soutien ou des personnes handicapées soient soutenues. Je veux nommer les personnes démunies, soient soutenues par la collectivité.
Et donc, c'est cela qui a commencé par prendre corps. Un geste qui prend en compte les personnes âgées, les jeunes en fin de formation et les personnes handicapées sélectionnées par les centres de promotion sociale du département. Au nom des récipiendaires, je vous dis merci. J'espère que nous sommes tous conscients, les personnes âgées, les personnes démunies, les personnes handicapées, nous ferons bon usage des matériels. Pour ainsi dire que le gouvernement du Bénin travaille pour le mieux-être des couches démunies de la société. Les bénéficiaires repartent donc avec de la joie au cœur. Et puis, depuis quelques jours, l'année 2021 est conjuguée déjà au passé. Le retour des trésors royaux et bon nombre de concerts ont donc marqué le monde culturel béninois durant cette année 2021. Le récapitulatif de quelques événements dans ce reportage rétro qui porte la signature de Romaric Dossa. Beaucoup de choses se sont passées au cours de l'année 2021 dans le monde culturel béninois. Le comité interministériel, au regard de la diminution de nouveaux cas et de l'amélioration notable de la couverture vaccinale dans le pays, lève de manière provisoire la mesure de suspension des manifestations culturelles et festives prise le 25 août 2021. C'est à travers un communiqué conjoint publié le jeudi 16 décembre 2021. Nous sommes très heureux aujourd'hui que notre appel, que notre plaidoyer a déjà commencé par avoir des échos. Autrement dit, cette décision, cet arrêté de levée provisoire qui a été pris, sincèrement, nous pouvons déjà dire que c'est le fruit de notre bataille. Je veux remercier le chef de l'État pour avoir écouté l'appel de ses fils. Et cela témoigne que notre président de la République, son Excellence Patrice Talon, est à l'écoute de tous ses fils, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il sait quand agir, parce que la décision qui a été prise en août pour interdire les manifestations, c'est pour le bien-être de nous tous. Le concert de Dadju, quant à lui, a marqué les vacances scolaires et a suscité des polémiques. Au lendemain de ce grand événement qui s'est déroulé à Cotonou le samedi 24 juillet 2021, plusieurs artistes béninois, dont Nicanor et Sessimé, ont exprimé leur déception. Ils ont dénoncé le mauvais traitement infligé aux artistes locaux. Non, à un moment donné, on n'a qu'à se dire la vérité. Hein? Et c'est écrit dans le contrat de Dadju qu'à 23 heures au plus, il doit monter sur scène. Donc vous qui avez le chronogramme, vous qui avez le conducteur, qui voyez les choses que vous pouviez sucrer, vous avez maintenu ces choses-là, vous avez sacrifié des têtes d'affiche nationales pour que la star internationale passe. Ben oui, c'est un contrat qu'il a fait, il doit monter sur scène à cette heure-là. Mais vous aviez le papier, vous voyez l'heure avancée. Non, donc vous avez décidé, c'est votre faute. Et je dis, c'est pas normal. Si vous ne donnez pas de la place à vos artistes, si vous ne donnez pas de la valeur à vos artistes, ils ne vont pas se faire respecter. Moi, j'ai été témoin d'une scène ahurissante hier. Franchement. Le concert du rappeur béninois Blaze a mobilisé les acteurs du showbiz béninois et de la population. Il s'est déroulé le 18 décembre 2021 et marque le retour du roi de la street sur scène après des mois d'absence pour raison de santé. La mort de l'artiste de musique tradie moderne, Janvier Denangan Honfort, est l'un des tristes événements qu'a connu le Bénin en 2021. L'artiste est décédé à l'âge de 54 ans des suites d'une maladie. Il vivait depuis plusieurs années en Allemagne et donnait des cours de musique. Avec mon ordinateur, tout de suite je suis sauté sur sa vidéo, j'ai regardé la vidéo et mon entourage en ce moment se posait la question, est-ce que cet artiste, ah voilà c'est une chanson qu'on connaît, est-ce qu'il vit encore? J'ai dit bien sûr il vit. On est tous en Allemagne et tout de suite à
3 heures, je reçois un WhatsApp qui me dit « J'aurais appris que Denanga est mort ». J'ai dit « Non, c'est pas vrai ». Dieu lui-même, il aime tellement les gens bien que parfois, il les veut à ses côtés. Le décès de Dada Sagbadjo Glele, roi d'Abomey, au cours de la semaine du lundi 13 décembre 2021, est également l'un des malheureux événements de la culture béninoise. Bogli, Ototota, Orua, lo, Ojekete Motu, Gotiche, Wawa Olowo, Aolo. Le Bénin a célébré le mercredi 10 novembre 2021 le retour à Cotonou de 26 trésors royaux d'Abomey pillés par l'armée française pendant la colonisation. Ces œuvres sont de retour à Cotonou après près de 130 ans d'absence. Chacun sera libre de tisser, d'établir avec ses reliques de notre sacré passé, nos aïeuls, les royaumes que nous avons été. Chacun sera donc libre d'établir avec ses reliques le lien qui lui plaira d'établir. A noter que ces trésors royaux seront exposés dans ce mois de janvier 2022 au Palais de la Marina à Cotonou. Et puis parlons à présent make-up dans cette édition. Make-up qui reste désormais un métier à part entière, connu pour sa touche particulière et l'éclat qu'il donne au visage. Il est très apprivoisé, sans l'ombre d'aucun doute. Il est un moyen de revenu fidèle pour ceux qui exercent. Plus de précisions dans ce magazine signé Juliana Atolo et Mathieu Soso. À l'instar des métiers comme la couture, la coiffure, la menuiserie, la peinture ou encore la restauration, le make-up fait irruption dans le monde des activités phares du moment. Il est en vogue et bon nombre de Béninois s'y adonnent. Pour ses pratiquants, il est rentable et nourrit son homme. Le make-up, c'est de l'art. Le make-up, c'est une activité comme tous les autres. Ça nourrit son homme. C'est vrai que comme toute autre activité, nous rencontrons des difficultés, mais ça nourrit son homme. Parce que quand tu aimes quelque chose et tu le fais bien, ça donne toujours. Sous-branche de l'esthétique, le make-up est un domaine d'activité qui suscite beaucoup d'engouement. Mais il n'est pas sans difficulté. L'avantage du métier, c'est que nous rencontrons beaucoup de gens, des personnalités aussi. Parce que très souvent, quand on t'invite à un événement et tu dois maquiller les gens, tu rencontres des gens qui peuvent t'aider, des gens qui peuvent te faire des pubs et tout. Maintenant, ce qui est un peu plus particulier, c'est que quand tu maquilles quelqu'un et cette personne aime ou bien qu'il est vraiment satisfait, il t'envoie en retour beaucoup de clients. Des fois, il y a des clients qui ne paient pas bien. Elles se disent make-up de Nablodi Bonale sous soi. Et si quoi on a sous tobu moi et tout. Et puis, il y a aussi le fait que le moment vient et puis on ne trouve pas comme ça. Le moment peut venir et puis voilà, tu vas pas trouver de la clientèle pour un petit moment quoi. Et c'est vraiment vide. Très sollicité pour des occasions telles que les mariages, les baptêmes, les cérémonies de dot, les fêtes d'anniversaire, des séances de shooting et bien d'autres, ce type de maquillage se fait sous diverses formes. Selon le type d'événement. C'est utile pour les événements comme les dots, les mariages, les photoshoots et tout. Par semaine comme ça, vous pouvez maquiller jusqu'à 6 personnes. Les occasions vraiment propices pour faire le make-up, c'est souvent les dots, les mariages, les cérémonies à corps et tout. Il y a aussi les baptêmes des enfants, que les parents se maquillent et tout. Il y a des photoshootings. Au-delà de rendre belle et attirante, sa maîtrise nécessite une formation et ceci à travers des modules. Vous-même, vous savez qu'actuellement, il n'y a plus grand-chose à faire après les études. Donc, du coup, il y a nos sœurs déscolarisées qui sont à la maison que nous formons. Donc, on lance souvent des petites formations de courte durée, à peine de 2 mois, 3 mois, 2 mois.
et tout. Et puis, ça les aide à jobber un peu. Ça les aide à faire de petites activités et tout. Parce que les gens, le make-up, ce qui est bon dedans, même sans un local, vous pouvez travailler. Si vous avez juste vos produits de travail, vous pouvez travailler. On peut vous solliciter un peu partout. Plus qu'un art, le maquillage est conçu pour ressortir la beauté d'une femme, rendre plus glamour et sophistiqué. Bon, j'ai pas une raison particulière, mais le make-up déjà, ça permet de faire sortir la beauté d'une femme. Donc si je veux faire le make-up, c'est souvent pour me rendre un peu plus belle pour certaines occasions. Bon, pour moi, c'est pas du gaspillage d'argent parce que déjà, quand tu es une femme, il faut vraiment dépenser sur soi pour être belle. Donc moi, principalement, ça ne me gêne pas de dépenser de l'argent pour faire du make-up. Outre l'effet d'élégance que donne le make-up, il peut aussi avoir un impact négatif sur la santé. C'est pas conseil de dormir dans le make-up, voilà. Donc du coup, si tu maquilles une cliente, elle ne sait pas, elle ne veut pas dormir vilaine, et puis elle laisse son truc, elle dort dedans. Au lendemain, à 90%, c'est sûr qu'elle aura des petits boutons et tout. De toute façon, c'est pas du tout conseil de dormir avec les produits du make-up. Si elles finissent leur événement et puis elles rentrent, elles doivent se démaquiller, forcément. Elles doivent se démaquiller, quelle que soit l'heure à laquelle elles rentreront à la maison. Elles doivent se démaquiller non seulement à l'eau et au savon, mais à l'aide des petits gommages aussi qu'on a souvent dans nos douches et tout. Elles doivent vraiment se gommer le visage pour faire partir les produits, les fonds de teint qui sont rentrés dans la peau en fait. Le maquillage simple fait maison laisse ainsi progressivement place au make-up. Mais attention à l'exagération. En interactualité et au Nigeria, plus de 100 otages ont été libérés au nord-ouest du pays. Ces victimes avaient été pour la plupart enlevées près de chez eux ou sur la voie des États de Zamfara et Sokoto. La police a précisé que les otages ont été libérés sans condition lundi au cours d'une opération de sécurité dans les camps des groupes armés qui se situent dans les villages isolés du nord-ouest et le centre du pays. Images et son. Près de 100 personnes enlevées par les groupes armés dans le nord-ouest du Nigeria ces 2 derniers mois ont pu être délivrées par la police de Zamfara. Suite à leur libération, les victimes ont été emmenées à Gusau, dans la capitale. Cette opération intervient quelques jours après la libération de 21 écoliers par les forces de sécurité. La police a précisé que les otages avaient été sauvés sans condition lundi au cours d'une opération de sécurité dans les camps des groupes armés qui se situent dans les villages isolés du nord-ouest et le centre du pays. Ces victimes avaient pour la plupart été enlevées près de chez elles ou le long des routes dans les États de Zamfara et Sokoto. Ces derniers mois, les bandits ont enlevé de plus en plus de voyageurs sur les grands axes routiers et ciblent davantage les écoles pour kidnapper les élèves. Pour échapper aux autorités, les bandits établissent des camps dans la forêt de Rougou, à cheval entre les États de Zamfara, Kaduna, Katsina et Niger. Pour mettre un terme aux pratiques des hommes armés, les autorités multiplient les amnisties, les opérations militaires et n'hésitent pas à couper le réseau mobile. En Afrique du Sud, la première partie du rapport très attendu sur la corruption accablante sous la présidente de Jacob Zuma, contenant près de 4 ans de témoignages devant une commission ad hoc, a été donc remis sur mardi au président de la République lors d'une cérémonie à Pretoria. Ce rapport est la conclusion de 4 années irritantes, a déclaré le juge Raymond Zondo, qui a présidé cette commission mise en place par Jacob Zuma lui-même en 2018 pour afficher sa volonté. Cyril Ramaphosa a reçu mardi le premier volume du rapport sur la corruption sous l'ère de son prédécesseur, fruit de 4 années de travail sur ce que l'Afrique du Sud qualifie de capture de l'État en référence à la mainmise supposée de la famille Gupta sur les contrats publics pendant le règne de Jacob Zuma. C'est ce que j'appellerais un moment décisif dans l'effort
de notre pays visant à mettre définitivement fin à l'ère de la capture de l'État et pour restaurer l'intégrité, la crédibilité et la capacité de nos institutions, mais surtout de notre gouvernement. Les enquêteurs chargés de rédiger ce document ont formulé des recommandations dans des poursuites éventuelles contre les auteurs des malversations, mais Cyril Ramaphosa temporise. Il y a beaucoup d'agences dans notre pays qui peuvent avoir le sentiment qu'il y a certaines choses qu'elles ont examinées et que le rapport confirme. Elles devraient aller de l'avant et agir comme elles le pensent. Mais en ce qui nous concerne au gouvernement, comme je l'ai dit, nous ne ferons pas de commentaires tant que nous n'aurons pas notre propre opinion sur le rapport et que nous ne l'aurons pas examiné. Selon les données de Pravin Gordhan, ancien ministre des Finances chargé des entreprises publiques, les malversations financières sous Jacob Zuma ont coûté à l'État environ 7 milliards de dollars. Je l'annonçais également en titre, Emmanuel Macron sur le dos des non-vaccinés. L'examen du test sur le futur pass sanitaire a été suspendu dans la nuit de ce mardi au Parlement suite à la publication d'une interview du président de la République dans laquelle il assume vouloir emmerder les non-vaccinés. L'Assemblée nationale française a vécu une nuit agitée, alors que les députés débattaient du projet de loi de transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Une phrase du président Emmanuel Macron, relayée par le journal Le Parisien, est venue mettre le feu aux poudres. Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça, la stratégie, a clamé le chef de l'État dans les colonnes du quotidien. Une sortie qui a suscité un véritable tollé dans l'hémicycle. Résultat, les débats ont été suspendus peu avant 2 h du matin et devraient reprendre cet après-midi, alors que le pays a enregistré 271 000 contaminations en 24 heures. C'est un peu plus qu'au Royaume-Uni, où Boris Johnson estime que des restrictions supplémentaires ne devraient pas être nécessaires. Grâce au fantastique effort national pour booster la Grande-Bretagne, nous disposons désormais d'un niveau de protection substantiel et donc avec les mesures du plan B que nous avons introduites avant Noël, nous avons une chance de surmonter cette vague Omicron sans fermer notre pays. Aux États-Unis, les stocks des nouvelles pilules thérapeutiques de Pfizer destinées à combattre les effets du Covid-19 ont été revus à la hausse. Le président américain Joe Biden pousse à la vaccination et aux gestes barrières face au variant Omicron. Omicron est très transmissible. C'est un variant transmissible, mais très différent de tout ce que nous avons vu auparavant. Vous pouvez vous protéger, et vous devriez vous protéger très franchement. Faites-vous vacciner, faites-vous booster, il y a plein de rappels, portez un masque. En Chine, à 1 mois des Jeux Olympiques d'hiver, la stratégie zéro Covid continue. Mardi, une bulle sanitaire a été mise en place afin d'accueillir les 3000 athlètes avec vaccination obligatoire et tests quotidiens. Ce dispositif devrait permettre d'éviter tout contact avec les personnes en provenance de l'étranger et les populations locales. Les autorités font état de 200 arrestations et des dizaines de blessés lors des manifestations sur le prix de gaz qui est en train de connaître une évolution. Le président Tokayev a limogé son gouvernement. Images et son. C'est une scène rare dans ce pays d'Asie centrale riche en hydrocarbures. Depuis dimanche, le Kazakhstan est secoué par des manifestations. Le mouvement a démarré à Janaozen, dans l'ouest du pays, pour dénoncer une hausse du prix du gaz. Mais la colère a progressivement gagné plusieurs villes, comme Almaty au sud-est, capitale économique du Kazakhstan. Malgré des concessions sur le prix du gaz, le mouvement a continué mardi soir. 200 personnes ont été arrêtées et des dizaines d'agents de police auraient été blessés, d'après le ministère de l'Intérieur. Face à l'ampleur du mouvement, le président a limogé son gouvernement et a averti les protestataires. Les appels à attaquer les bureaux civils et militaires sont totalement illégaux. C'est un crime qui sera puni. Le pouvoir ne tombera pas. Mais ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de conflit, mais de confiance mutuelle et de dialogue.
L'état d'urgence a été décrété et un couvre-feu doit entrer en vigueur ce mercredi dans les régions contestataires. Les manifestations sont rares dans ce pays autoritaire où l'ancien président Nursultan Nazarbayev, qui a choisi son successeur, conserve une forte influence. Le Kazakhstan est la première économie d'Asie centrale, habituée par le passé à des taux de croissance à 2 chiffres. Mais la baisse des prix du pétrole et la crise économique en Russie ont mené à une dévaluation de la monnaie et à une forte inflation. 220 logements retracent la politique de la Côte d'Ivoire. La pièce de théâtre nous emmène dans la Côte d'Ivoire politique des années 90, mêlant alliance et divorce au gré des intérêts et des différents acteurs politiques. C'est un reportage de nos partenaires de la Deutsche Welle. Tout commence en mars 1990 avec l'instauration du multipartisme sous la pression de la rue. Le pays traverse une grave crise en raison de la chute des cours du cacao et du café, fondement de l'économie ivoirienne. En octobre 1990, le premier président du pays, Félix Houphouët-Boigny, âgé de 85 ans, entame un 7e mandat après des élections qu'il a remportées aux dépens du candidat socialiste Laurent Gbagbo. Puis, en novembre 1990, un amendement constitutionnel précise que le président de l'Assemblée nationale, Henri Konan Bédié, assumera le mandat présidentiel en cas de vacance du pouvoir. Après les législatives, Alassane Ouattara, ancien gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, est nommé Premier ministre pour redresser l'économie du pays. Il cumule également le portefeuille de l'économie et des finances. En 1993, à la mort de Félix Houphouët-Boigny, la guerre entre les héritiers Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara éclate. 2 ans plus tard, soit en 1995, le code électoral utilise le concept d'ivoirité pour invalider la candidature d'Alassane Ouattara que certains accusent d'être burkinabé. Le scrutin de cette année-là est boycotté par l'opposition pour son manque de transparence. À partir de ce moment, Laurent Gbagbo rentre en scène. De toutes les façons, si notre candidat n'est pas là, il n'aura pas d'élection. À cette époque de l'histoire qu'on vient de raconter, je n'étais pas encore née, mais on m'a raconté et ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir vivre ces moments-là avec ceux qui l'ont déjà vécu et tout ça. Voilà. Je me sens aussi, peut-être je peux dire, avoir vécu même l'événement, voilà, parce que je me suis mis dans le personnage qu'ils m'ont donné. Et si le public a aimé, c'est que j'ai réussi mon rôle. Création de la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Mort de Félix Houphouët-Boigny, grève estudiantine. Cette odyssée musicale retrace avec humour et énergie ces 10 années décisives qui ont bouleversé la Côte d'Ivoire, aussi bien socialement que politiquement. Cette pièce ne saurait laisser indifférents les spectateurs venus la voir en exclusivité. En même temps que certaines personnes de mon âge, je découvre et j'apprends beaucoup de choses. Ça me touche et je vois en fait d'où le problème vient. Et je me rends compte que quelque part, nous les Ivoiriens, on a un peu merdé. On a soutenu cette pièce. Je voulais indiquer qu'elle est vraiment excellente pour plusieurs raisons, mais notamment parce qu'il y a vraiment un rythme effréné. Ça va très très vite, on ne peut pas s'ennuyer. On rit beaucoup, énormément. Mais sur le fond, on aborde des questions très très graves et donc ça nous donne vraiment beaucoup à réfléchir. À la fin de ce spectacle, le public a bien compris qu'Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara sont les 3 principaux acteurs de la vie politique ivoirienne, décidant de la couleur du temps. Le metteur en scène, quant à lui, se dit satisfait de cette première représentation avec la réaction positive du public. C'est la première fois que ce spectacle est joué devant un public. Donc on s'est dit, est-ce qu'il faut. Et quand ça finit, on voit le public applaudir. On dit, oui, quelque part, il y a quelque chose. Pour une première sortie, avec 220 logements, il y a une satisfaction au niveau des comédiens du jeu et puis de la réaction que le public pourrait avoir à ce niveau-là. Pourquoi 220 logements et pas un autre quartier pour raconter et décrire cette fresque? Chantal Djedji, responsable de la fabrique culturelle des 2 plateaux et initiatrice de cette œuvre, s'est inspirée de ce qu'elle a connu à cette époque dans ce quartier. 220 parce que ce sont les premières cités qui regroupaient beaucoup de monde. L'idée c'est de dire qu'il faut qu'on regarde les erreurs que nous avons commises qui nous ont amenés au drame qu'on a vécu après, à partir de 2010, il faut qu'on puisse le regarder et le mettre en humour, se dire on s'est fait la guerre pour des raisons complètement absurdes. Après le succès de l'avant-première, plusieurs endroits de la capitale économique ivoirienne sont prévus pour accueillir cette pièce.
Mesdames, Messieurs, voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à tous ceux qui ont participé à sa préparation et à sa réalisation. Portez-vous bien et surtout restez fidèles au programme de Speedline TV. Le meilleur, c'est ici.